Donc, on va analyser la semaine. Hop, semaine à venir. Du 10 au 14. Donc, Salut. 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 Donc, lundi 10 mars, on va démarrer normalement par un petit jour. Pas grand-chose plus très très important à se mettre sous la dent. On va avoir la tendance de l'emploi, le conference board qui va quand même pouvoir bien nous donner une tendance sur la journée parce qu'il n'y aura pas non plus énormément d'infos. Donc, indice des tendances de l'emploi. 16 heures, un rapport donc, de prévision d'inflation. Et ce sera tout pour la journée. C'est quand même deux éléments clés, même si c'est pour ça c'est pas des stats les plus majeurs, mais c'est quand même deux éléments clés. On a un indice donc au-dessus de 100, basé sur 100, donc on sait, ce sera un indice de sondage, puisque dès qu'on est appliqué sur des centaines, on sait que c'est plutôt des tendances, des sondages, donc quel est le sentiment sur l'emploi. Et après, la prévision d'inflation, ça va être une projection de l'inflation qui nous donnera plus ou moins une tendance sur le rapport PCE et CPI. Bon, on voit qu'il est plutôt vers les 3%, donc il serait pas si mal dirigé, puisqu'il resterait dans la même tranche que celle qu'on a l'habitude de voir. Le 11 mars, on va avoir donc mardi, on va avoir le rapport Scholz. Donc celui-là, il est très intéressant puisqu'on sait que le rapport Scholz sur l'emploi rentre dans le détail aussi, notamment des emplois américains et du potentiel emploi américain qui peuvent être piqués des uns vers les autres, c'est-à-dire que les ingénieurs qui peuvent être recrutés chasseurs de tête par des chasseurs de tête, donc du coup, et qui peuvent générer de l'inflation, puisque ça rapporte un peu aussi l'état du secteur de l'emploi et pas juste une publication du nombre d'emplois créés, pas juste cette publication, nous, c'est le chiffre qui nous est donné, mais dans le rapport, il donne un détail de un petit peu des emplois qui ont été créés, d'où c'est qu'ils proviennent, est-ce qu'ils ont été et par qui ils ont été pourvus, quel type d'emploi c'était, etc. Donc ça nous donne une véritable indication de ce que peut apporter le marché de l'emploi, notamment aussi au niveau, plus tard, on verra, et on l'a vu vendredi dernier, au niveau du salaire moyen, du prix du salaire moyen. Mercredi 12 mars, on va avoir l'IPC, donc le CPI, qui n'est pas la mesure préférée de la Fed, mais qui est quand même une mesure qui donne la tendance avant le PCE, donc qui donne une tendance de projection d'un PCE et qui donne surtout le détail des sous-jacents qui va permettre... par contre, attends, il y a un changement d'heure. On change l'heure quand, nous? Alors là, je crois que c'est le 20, non? Le 19 ou le 20? Je crois. Changement d'heure. Le dimanche 30 mars. Ouais, oui, alors je pense que eux, ils changent l'heure ce dimanche, oui, à mon avis. 15 jours avant. Ouais. Changement d'heure USA. Ouais, aux alentours du 10 mars, donc c'est ça. Donc ce changement s'effectue aux alentours du 10 mars, donc là il passe à l'heure d'été, donc c'est pour ça que les rapports arrivent une heure plus tôt là. Donc ça, il faudra faire attention. Donc du coup, ça veut dire que ça va démarrer à 14h30. D'accord. Eh ouais, ça m'arrange pas cette histoire. Moi non plus, je t'avoue. Je t'avoue qu'on est deux. Attends, je vais le modifier sur mon agenda immédiatement.
Voilà. Tac, donc déjà, je suis dans la merde pour demain. Ça commence demain? Tu es sûr que ça commence demain? Oui, d'accord. Dès demain. Le rapport Jols, Maxime, excuse-moi, vas-y. Pardon, oui. vas-y. Non, mais du coup, là, c'est les bonnes heures quand même. Ah oui, c'est les bonnes heures, oui. C'est les bonnes heures de publication des résultats. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Parce que, bon, c'est toujours ce que je fais, c'est que rapport Jols, j'ai vu 15 heures, je me suis dit, oui, bizarre, normalement, c'est publié pendant le marché ouvert. Et là, quand je vois IPC Core 13h30, j'ai aucun doute, quoi. D'habitude, c'est à 14h. Exactement, d'habitude, c'est 14h30, une heure avant l'ouverture des marchés. Donc, il y a zéro doute. Et puis, si on va jeudi, tu vois, si tu vas jeudi, publication le chômage, 13h30. Donc, oui, effectivement. On est tranquille. C'est parce que j'ai eu un doute quand j'ai vu 21h30. Plus haut. Plus haut. Ouais, j'ai vu 21h30 stock hebdomadaire brut. Ça m'a fait bugger. Donc là, on est bon. Le rapport Jols, on peut mettre un astérisque. C'est chaud quand même. Hein? Ah oui, c'est chaud. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Et donc, on va pouvoir prendre aussi cette semaine-là. Ça nous arrange pas non plus pour le jeudi 20 mars, parce que ça veut dire que le jeudi 20 mars, il faudra démarrer la session à 14h30. Et pas à 15h30. Là, on était à mercredi, là. Oui, mais je parle pour le... le jeudi, d'accord, que tu... Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est là. D'accord, ouais. Bon, ben oui, parce que là, c'est pendant 15 jours, l'affaire. À 15 jours, c'est D'accord. Voilà. Même 3 semaines, puisque nous, c'est le 30 mars, vous m'avez dit. Ouais. Donc, même 3 semaines. 3 semaines, ouais. Bon, ça y est, j'ai modifié mon agenda déjà, c'est pas mal, mais bon, ça c'est fait. Donc du coup, on revient dessus. Donc 13h30, donc mercredi 13h30, on va avoir l'info principale de la semaine, donc l'IPC Core. On se marque IPC Core, on comprend bien que ça amène tous les marchés. On va avoir donc l'adjudication de TINOT 10 ans à 18h. Alors attention, du coup, parce que ceux qui auront tendance à rester là, 18h, ça peut avoir un impact assez important. Et l'IPC Fed de Cleveland, peut-être, mais bon, ce sera la même journée, mais quand même que ce sera un marché ouvert, donc on peut se le marquer aussi 16h. Le jeudi 13 mars, donc 13h30, les inscriptions au chômage. On va avoir après les inscriptions au chômage. Les T-bonnes 30 ans à 18h. Et voilà. Pas une grosse semaine, on va le voir. C'est normal, une semaine avant la Fed. Donc c'est normal que ce soit pas la semaine sera bien parce folie. Que c'est chaud. Non, mais ça va rester chaud. Ah d'accord. Là, le marché, il sera chaud pour un moment, mais en tout cas, il n'y aura pas une journée où une statistique va pouvoir écraser trop le marché, sauf la rigueur mercredi. 15h, donc du coup, l'indice Michigan, anticipation d'inflation. Donc, anticipation Michigan, inflation. Voilà. Et puis après, c'est toutes les positions net. Et
On a fini la semaine. Donc, pas une grosse semaine en soi. Ce qui va être le plus délicat, ça va être donc de démarrer à 14h30 au lieu de 15h30, puisqu'ils démarreront 1 heure plus tôt, ce qui veut dire qu'ils fermeront aussi 1 heure plus tôt, donc fermeture à 21h au lieu de 22. Ce que l'on peut dire sur un petit peu l'état d'esprit du marché. Bon, l'état d'esprit du marché, l'état dans lequel peut se trouver le marché. On va regarder d'abord sur voilà, ce que je trouvais assez intéressant, c'était de regarder un petit peu ça, l'ISM manufacturier. Donc on sait que à aujourd'hui, ce qui inquiète, on le voit, hein, les marchés baissent principalement. Et qu'est-ce que c'est qui génère, qui crée le plus cette baisse? C'est un petit peu le comportement du petit blond qui est arrivé dans le bureau et du coup qui secoue un petit peu le cocotier. Donc il y a quand même des choses que l'on va faire en lien, on l'avait vu, et notamment ce PMI manufacturier. Bon, pour rappel, le pourquoi le marché n'a pas retrouvé d'emballement sur des bonnes statistiques que l'on a pu avoir quand même malgré tout cette semaine. On n'a pas eu de mauvaises statistiques cette semaine. Donc, pourquoi il n'a pas retrouvé de l'allant? Ici, par exemple, le PMI manufacturier, pour rappel, ne représente que même pas 20% de l'économie américaine. On sait que c'est une économie de service, c'est pas une économie manufacturière, mais donc la composante manufacturière n'a pas un enjeu crucial pour le marché, mais reste que quand même, elle peut générer déjà, elle donne une certaine idée de la tendance de centralisation de l'économie américaine, et aussi elle contribue forcément à la croissance américaine encore plus fortement que l'export, puisque elle va avoir une génération, un impact sur la matière première, sur l'export, etc. Donc, si on recoupe ça, cette donnée-là en plus avec les consommateurs, on avait vu qu'on avait une tendance des consommateurs qui avaient une certaine inquiétude. Alors, pourquoi on va le recouper avec les consommateurs? Vous me direz, c'est deux choses complètement distinctes. Je suis d'accord. Ce que je veux faire, c'est juste regarder un petit peu les composantes internes, vraiment le sous-jacent en fait de chaque ISM. Et donc, si on regarde ici l'ISM manufacturier, on peut voir que au niveau de l'emploi, on était à 50,3, on passe à 47,6. Au niveau des nouvelles commandes, on était à 55,1, on passe à 48,6. Au niveau donc de l'indice ISM PMI, on était à 50,9, on passe à 50,3, on a une contraction. La seule partie, la seule composante de cet ISM qui elle ne subit pas, ne baisse pas, n'est pas dans la même dynamique que le reste, ça va être cette composante de prix payé. Et donc là, le prix payé était à 54,9 et maintenant il est à 62,4. Et donc la moyenne de tout ça va nous créer le PMI service, en gros, dans l'idée. Donc du coup, on peut se dire que la seule inquiétude principale qui va composer ce PMI manufacturier, ça va être lié à l'inflation, au prix payé, au sentiment du prix qui est payé par la manufacture, par les manufacturiers. Et ça, on va retrouver exactement la même chose si on prend, donc c'était le vendredi, il me semble que c'était le vendredi d'avant, qu'on avait eu l'ISM des consommateurs. J'ai jeté mes feuilles. C'était quand la confiance des consommateurs, mardi 25. Ouais, non, mais on a eu l'ISM des consommateurs, pareil, l'ISM de la... Voilà, il est là. Donc, l'ISM ici, bon, non manufacturier, pardon, c'est ça que je voulais mettre en ligne de mire. L'ISM
des consommateurs d'ailleurs est dans la même tendance, parce que si vous voulez, quand on regarde l'ISM des consommateurs, c'était il y a 15 jours, je crois. La confiance des consommateurs, c'est ça? La confiance des consommateurs, c'était vendredi dernier, non? C'est mardi 25 février. Et il n'y avait pas l'ISM. L'ISM manufacturier, c'était lundi 3 mars. Donc je pense que c'était il y a une quinzaine de jours. Peut-être on peut le regarder, mais en tout cas, sans s'étaler trop, c'est pareil, c'est pas grave. On va regarder l'ISM non manufacturier, donc il va composer le PMI service. Du coup, c'est pareil. Au niveau des consommateurs, en fait, la principale inquiétude, sans aller chercher regarder les chiffres en détail, mais en gros, dans l'idée, c'est que c'est la même chose. Ça veut dire que on a eu un bond sur la perte de confiance des consommateurs. Et pourquoi on a eu ce bond sur la perte de confiance? C'est parce qu'ils ont les mêmes inquiétudes. C'est-à-dire qu'ils ont des inquiétudes au niveau de l'activité, de l'emploi. Ils ont des inquiétudes au niveau de leur consommation. C'est la consommation des consommateurs qui était ciblée et qui a montré un certain recul. Et ils ont peur de l'inflation. Et là, si on regarde le PMI non manufacturier, donc sous-entendu le PMI service, d'accord? Le PMI service, il était passé, souvenez-vous, de 50 et quelques, il était descendu pour la première fois en dessous de 50 de manière assez brutale, puisqu'il était à 56, et boum, d'un seul coup, il était retombé complètement en bas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où on avait dit que c'était ça qui avait un peu surpris le marché. Et donc là, on est dans la même tendance, avec certes un indice PMI qui rebondit, qui repasse au-dessus de 50, il passe à 51 pour 49,7 qui était le dernier connu. Et là, on se retrouve avec un ISM non manufacturier qui, sur les autres pôles, est presque flat, d'accord? Donc l'activité qui est en légère baisse, mais qui est presque flat. L'emploi qui reprend un petit peu de points, mais qui est presque aussi comme la fois d'avant. Et les nouvelles commandes qui est pareil, où il y a un seul point d'écart. Et donc, le seul point qui vraiment crée un certain rebond, ça va être cette inquiétude aussi, pareillement, sur les prix payés. Et donc, ce qui fait clairement, en fait, ce qui rappelle clairement que toutes les strates de l'économie, tous les acteurs de l'économie, que ce soit PMI, donc que ce soit manufacturier, non manufacturier, ou que ce soit le consommateur lui-même, ont plutôt la même analyse, plutôt le même ressenti. Et donc, ce qui fait forcément baisser les taux, on l'avait évoqué, baisser les taux directeurs et baisser les taux américains, les taux du trésor américain, par ricochet, puisque, souvenez-vous, on l'avait évoqué lors de la dernière fois où on regardait un petit peu l'impact que ça pouvait avoir sur l'économie et pourquoi ça réagissait comme ça, c'était de se dire que on avait cette baisse des marchés sur le marché action, mais qui était aussi une baisse sur sur les taux directeurs. Pourquoi? Tout simplement parce que ça générait, en fait, c'était un transfert de flux et donc c'était un risk-off des marchés, c'est-à-dire qu'on considérait que les marchés devenaient dangereux. Les entreprises, quand même, sur les marchés, on vient essentiellement, bien sûr, acheter des résultats d'entreprise. Et si on craint que les résultats d'entreprise ne puissent pas répondre à l'appel, ne puissent pas être là, alors il vaut mieux sortir du marché et aller le réinjecter ailleurs. Et ce ailleurs, c'est bien souvent, dans un premier temps, sur les obligations. Pourquoi? Parce que ça va être la valeur un petit peu qui devient valeur refuge. Et donc, ces taux longs, finalement, vont servir. Ça, c'est une politique, on va dire que c'est le seul point positif que ça a actuellement sur l'économie américaine, c'est que ce que fait Trump, ça rend service au Trésor américain. Lui doit s'assurer que le taux long, donc 10 ans, 20 ans, 30 ans, reste ou reparte à la baisse. Pourquoi? Parce que c'est lié à toutes les conditions de financement de l'économie, que ce soit crédit immobilier, crédit consommation. Et ce taux long américain, ça leur permet ce changement, on va dire, de flux de trésorerie leur permet de baisser, puisqu'il y a plus d'acteurs qui sont prêts maintenant à prêter l'argent
à l'Amérique, de manière à pouvoir se dire qu'ils viennent acheter quelque chose de plus sûr que les actions, où on n'est pas sûr que les entreprises réalisent leurs bénéfices. Donc ça, c'est ou leur target. Ça, c'est le seul point positif que l'on va avoir sur, globalement, sur le contexte actuel. D'accord ? Sauf que, de l'autre côté de ce spectre-là, on peut se dire que, quand même, cette contraction, elle est liée, cette contraction, ce changement de positionnement de la part des acteurs, de la part de tous les, que ce soit fonds d'investissement et donc de tout le privé, de la part des marchés, cette position des marchés, elle est liée quand même à la base, surtout à une contraction de l'économie. Et que ces craintes des entreprises est rajoutée à une crainte des consommateurs. Donc, c'est données statistiques macroéconomiques qui génèrent une crainte des entreprises, qui génèrent une crainte des consommateurs, qui génèrent une crainte des entreprises. Donc, le point positif, c'est que oui, ça a un effet sur les taux, bien heureusement. Mais, quelque part, c'est ce qui inquiète le marché, c'est que cela ne vient pas par rapport à finalement un consensus où on considère que le marché ralentit, mais que c'est sous le contrôle, on va dire, de la Fed, comme comme l'espérait la Fed et l'attendait la Fed, mais plus dans l'idée de se dire que c'était lié à finalement plus des nouvelles données macroéconomiques qui ne sont pas super positives, super attendues. Et donc, je vais vous montrer. Je vais vous montrer une autre hop, voilà, une petite capture. Je vais vous faire une petite capture d'un autre truc à vous montrer qui peut être sympa. Et c'est ça. Hop, c'est ça. Donc ça, c'est l'évolution de la Fed d'Atlanta. L'évolution de la Fed d'Atlanta, on peut voir, donc souvenez, vous connaissez, hein, la Fed d'Atlanta publie chaque semaine la prévision de croissance de l'économie américaine. Et donc, dans cette prévision de croissance de l'économie, on peut voir, si vous regardez donc dans le calendrier économique, hop, là on va voir que lundi d'ailleurs, on a marqué. Cette semaine, d'ailleurs, on en a marqué une là cette semaine. J'ai fermé mon post-it. Je vais le mettre peut-être. Prévision Fed d'Atlanta, non? Il y a prévision d'Atlanta. Il n'y a pas prévision Fed d'Atlanta. Ouais. Donc là, il n'y en a pas cette semaine. Les données économiques ne sont pas assez importantes. Par contre, regardez, on avait, voilà, ici, lundi, prévision de la Fed d'Atlanta. Donc, prévision de la Fed d'Atlanta, si on va dessus, ce sera sympa. Vous voyez qu'on était quand même, depuis, voilà, donc depuis l'épisode, si on doit même reculer, au max de 1 an, là, donc mars 2024, mais je pense qu'on doit pouvoir aller plus loin, on ne peut pas aller plus loin. Bon, en tout cas, c'est une tendance, je pense qu'on doit pouvoir aller plus loin, où on était en fait tout simplement bien au-dessus des 2, 3, on a même atteint des 4% de prévision de croissance en 2024. Justement, souvenez-vous, on le regardait en se disant que on avait cette tendance de la part de la Fed, cette difficulté de la Fed, avec finalement une prévision, vous voyez, en février 2024, donc il y a tout juste 1 an, d'avoir une croissance sur le premier trimestre 2024 qui était de 4,2%. Donc, alors ça va être la croissance du pays. C'est trimestre après trimestre pour générer la croissance. Et on disait même que ça embêtait, je ne sais pas si vous vous souvenez, on disait même que ça embêtait la Fed parce que, quelque part, une économie d'un pays développé comme l'Amérique n'a pas vocation à avoir d'un seul coup du 4% de croissance. La Chine a du mal à faire 5%. Et la première puissance mondiale génère 4%. Comment on fait? La Chine, normalement, pour vous donner une idée, chaque année en Chine, on a quand même 60 millions de personnes qui basculent dans la classe moyenne chaque année. Donc, c'est comme si un pays comme la France, chaque année en Chine,
basculer dans la société de consommation, du coup, puisqu'ils sont capables, c'est ceux qui sont capables d'aller d'un seul coup consommer des produits, on va dire, qui ne sont pas des produits de première nécessité, et qui sont des produits un petit peu, voilà, des crèmes Nivea, des produits un peu plus considérés loisirs et pas besoin primaire. Et ça, on en a 60 millions par an qui basculent. D'accord ? Donc, c'est comme si chaque année en Chine, la France basculait comme classe moyenne. Et eux, avec toute cette consommation qui revient, qui est nouvelle chaque année, qui se dilue dans la classe moyenne, avec ça, ont un target de 5%. Et on a une société américaine, première puissance mondiale, qui a vocation, qui avait un target à 4%. Donc, c'était un peu, on disait, la Fed, elle doit être bien embêtée, parce que comment faire pour baisser les taux? Si on baisse les taux et qu'on encourage ce dynamisme économique, ça encourage cet effet inflationniste, puisqu'il y a beaucoup de consommateurs, il y a beaucoup de monde sur le marché, donc ça génère de l'inflation. Et dans le même temps, le reste était plutôt positif. Donc là, c'est la première fois que le chiffre de la Fed d'Atlanta bascule complètement, regardez, d'une semaine, on va dire, à l'autre, presque, puisque en février, on s'attendait à 2,3% donc sur un plateau, on était venu sur un plateau à 2,3% donc de croissance sur le premier trimestre, on parle bien du premier trimestre de l'année 2025, donc on s'attendait à, vous voyez, on a fait le yo-yo, 2,9, 3,9, 2,9, 2,3, 2,3, et là, boum, moins 1,5, boum, moins 2,8. Donc, en une publication, on est passé de plus 2,3 à moins 1,5, et la fois d'après à moins 2,8. Donc, maintenant, on attend une évolution plutôt favorable, là le 17 mars, avec une publication plutôt vers les moins 2,4. D'accord ? Donc, ça donne quoi comme signe? Et c'est là l'autre côté du spectre, c'est que ça, c'est des signes de récession économique. Donc, on est passé d'un pays en surcroissance par rapport à sa position de leader à un risque de récession économique. Pour rappel, pour qu'une récession économique vraiment en termes économiques soit actée et délivrée, entre guillemets, pour qu'on considère qu'on ait une récession économique, il faut qu'on ait 2 trimestres d'affilée, l'un derrière l'autre, qui soient en croissance négative. D'accord ? Donc, aux États-Unis, c'est un petit peu différent parce que bon, ils aiment bien faire les choses différemment. Donc eux, ils ont carrément une commission qui doit valider, tamponner que effectivement ils sont bien en récession économique. Mais quoi qu'il en soit, je peux vous dire que si le marché a ce trimestre-là, donc sur le mois de mars, je ne pense pas qu'on ait des bonnes nouvelles qui nous permettront de publier ou qui leur permettra de publier un PIB du T1 du premier trimestre 2025 positif. Si on a un premier trimestre 2025 négatif, ce qui semble quand même plus ou moins acté dans le ratio, et que derrière les mauvaises nouvelles continuent et qu'on doit avoir un T2 négatif, ils n'attendront pas que l'organisme américain dédié à ce consensus économique valide qu'il y ait bien une récession. Ils considéreront de manière mondiale, on considérera que c'est la récession. Si par contre on rentre dans une récession économique américaine, c'est dramatique pour le monde entier. Ce qu'on a tendance à dire en économie, c'est que si les États-Unis éternuent, le reste du monde tombe malade. Donc du coup, ça vous donne un petit peu le spectre et la peur qui peut se mettre en place. Donc c'est ça qui dynamise les marchés à la baisse, même si donc les marchés ne sont pas dans un effondrement total, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore, moi je trouve, du moins, il n'y a pas un vent de panique non plus sur les marchés. On ne fait pas du moins 4, moins 5 dans une journée, comme ça, sur un petit peu des coups de tête, comme certains ont pu connaître quand il y a eu le vent de panique un petit peu japonais ou autre. Là, on n'est pas dans ce vent de panique où il y a un gros sell-off, boum, on veut vite sortir du marché parce que d'un seul coup, ça s'excite. Non, on est vraiment dans quelque chose qui est baissier
de manière régulière. Voilà, on perd 1, 2%, 1, 2%, on refait un petit plateau, plus 0,50, moins 0,3, et hop, on repart 1, 2%. Donc, on est quand même sur une baisse structurée. Mais pour pouvoir quand même, donc pour revenir un petit peu sur cet esprit de récession, et sur cet avantage, le seul avantage que l'on a au niveau du comportement de Trump, qui rend service au Trésor américain, il va y avoir à un moment donné aussi une question de la part du marché, une question sur la balance des recettes fiscales que l'on va mettre en face. Parce que pour permettre de conserver à un moment donné cette trajectoire baissière sur les taux sur les taux directeurs, donc si on reprend, hop, je perds ma souris, des fois je peux voir, je la vois pas bien. Si on veut conserver, vous voyez, cette dynamique la baissière sur les taux 10 ans américains, puisque quand même, regardez les taux 10 ans comme ils étaient bien montés. Hein. Donc, pour revenir, on va dire, plutôt sur la tranche basse, sous les 4%, si on veut conserver cette dynamique baissière, à un moment donné en face, il va falloir aussi rassurer l'investisseur. C'est-à-dire, il va falloir que l'investisseur considère que face à ça, face à cette problématique de génération de croissance, on vient mettre en face une certaine balance fiscale qui va pouvoir couvrir ses obligations à lui et le rassurer. Hein. Ça crée du stress sur les actions, forcément, mais en créant ce stress sur les actions, on a généré un achat d'obligations en tant que valeur refuge. Il faut que cette valeur refuge soit confirmée avec quand même en face des chiffres de recettes fiscales qui garantissent ce mouvement. Hein. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va appeler le fail to quality, c'est-à-dire qu'il y a ce que le marché en fait ne trouve plus de la qualité dans le marché action, donc il y a un manque de qualité, il y a un fail to quality, et donc il revient vers la valeur refuge première, l'endettement des États. Et donc le fait qu'ils reviennent vers ces obligations permet un recul des taux directeurs qui donne du souffle aux comme il donnerait du souffle aux dettes des autres pays. D'accord ? Là, d'ailleurs, pourquoi on appelle ça un fail to quality? C'est parce qu'on remarque que ça se propage pas qu'au marché action, mais ça se propage à tous les prix, donc que ce soit matières premières, si on voit la baisse du pétrole, du WTI, si on voit la baisse des crypto-monnaies, si on voit la baisse un petit peu de toutes les strates de prix, et donc c'est vraiment une tendance un petit peu baissière qui est en train de s'inscrire, organisée, pas panique, mais une tendance organisée, une mise en place d'une tendance organisée vers une baisse des prix générale, et donc ça permet aussi à ces taux directeurs de baisser. Là, on a une anticipation des consommateurs sur l'inflation 5 ans et 10 ans qui sort, et qui, elle, sort avec 3,5%, et qui crée quand même un certain stress, en fait, qui nous montre, donc comme je vous disais, qui vient confirmer cette tendance de l'ISM, ISM manufacturier et non manufacturier, avec cette anticipation des consommateurs plus élevée de 0,5 points que ce que l'on a vraiment. Donc, c'est quand même pas rien, avec cette anticipation plus élevée, mais sur une durée aussi beaucoup plus longue, puisqu'on commence à parler du 5 ans, 10 ans, donc on est plutôt sur du moyen terme, voire presque long terme. Donc, ça crée un stress chez le consommateur. Comment il va exprimer ça, le consommateur? Ici, il se dit, je veux dire, là, on a tous la réponse. C'est-à-dire que si je vous dis, vous êtes angoissé parce que vous vous dites, je vais avoir du mal à consommer dans les 5-10 ans à venir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez moins consommer aujourd'hui pour avoir plus d'argent et pour pouvoir un petit peu sécuriser un petit peu vos dépenses et vous limiter ou vous habituer à moins dépenser et moins vous exposer. D'accord? Donc, s'il a cette idée-là de devoir anticiper les difficultés, il va moins consommer. Et donc, ça explique d'ailleurs le repli qu'on a constaté sur les ventes au détail qui sont en petit repli et les dépenses de consommation qui sont aussi en repli. Donc ça, si on le regarde, vous voyez, ça peut être pas mal. Les ventes au détail, c'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant, il me semble.
Hop, mince, j'ai mis le filtre, voilà, c'était pas le filtre, c'est ça que je voulais. Les ventes au détail, il me semble que c'était la semaine d'avant. Si je ne me trompe pas, c'était... je cherche... C'était en même temps que le PCE, la semaine du PCE, normalement. C'est quoi que vous cherchez? Le mardi, là, voilà. Vente au détail. Ouais, c'était le mardi, non? Vente au détail. Service. Voilà. Indice des ventes au détail, donc qui ralentit un petit peu. C'est pas. J'ai vente au logement. C'est absolument pas beaucoup, mais c'est des petits ralentissements. Si on prend, je crois même qu'on l'avait la semaine dernière, hop, le mardi, vente de camions, vente de voitures. Bon, en tout cas... vente au logement, oui. Non, vente au détail. Vente au détail, il y était le Redbook, là, je l'ai vu, il était en petit ralentissement. Et pareillement, regarde, il y a aussi, c'est pareil, une autre statistique que je regardais. C'est pas des stats majeures, une fois de plus, mais la dépense de consommation, l'anticipation des dépenses de consommation, donc là, hop, purée, même ma souris, je la perds. Voilà. Redbook des ventes au détail, donc on l'a là, hein, avec un petit ralentissement, vraiment léger, mais par contre, on va avoir pareil, donc la confiance des consommateurs, vous voyez, qui avait basculé sous les 100, ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, vous allez aller voir, on a aussi, donc je vous disais, la dépense, les dépenses des consommateurs, qui, elles, les dépenses, les anticipations de dépenses des consommateurs, qui étaient sorties, il me semble, le vendredi, si je ne m'abuse, non, voilà, le jeudi, dépenses de consommation, les commandes de biens durables. Vente au détail. Vente au détail, moi je l'ai le 19 février, c'est loin. Ouais. Oui, non, mais là, c'est pour ça que je galère à le trouver. Voilà, dépenses des ménages, voilà, c'était ça que je voulais voir. Donc, la dépense des ménages et la consommation des réels qui ralentit. Donc, on était à 0,8, on passe en négatif à moins 0,2. C'est pas grand-chose, moins 0,2. Il n'y a pas de vente panique à avoir pour un moins 0,2. Peut-être en plus que la prochaine stat, elle, va revenir au-dessus en positif. Par contre, on peut quand même... c'est ce cumul, et c'est là où on voit un basculement de la part du marché, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait ce fameux bad news is good news, et on s'attachait à ça, mais ce petit quand même moins 0,2, c'est le plus fort repli depuis février 2021. Vous voyez, il me semble que j'ai regardé ça en le préparant, vous voyez, mais là, on est, voilà. 2020, bon ça c'était 2020, forcément, période Covid, mais regardez, ici, janvier 2021, on est à moins 0,4. Là, voilà, ou mars 2021, c'est ça. Mars 2021, on est à moins 1. OK? Et depuis, on est au-dessus. Voilà, et là, c'est la première fois qu'on revient, vous voyez, c'est le plus fort. C'est pas grand-chose. On est revenu, on a fait du zéro, vous voyez, mais c'est la première fois. Et donc, ce petit cumul là de petites choses comme ça fait dire que si c'était tout seul, s'il se repliait tout seul, mais que le reste était dans les clous, on n'y ferait presque même pas attention. Mais là, c'est ça qui tire quand même un petit peu la Fed d'Atlanta à corriger ces indications de croissance éventuelle. Donc, ce qui est bien, c'est que quand même, on va avoir une détente des multiples de valorisation. Hein, et comme je vous dis, c'est quand même sans panique. On va le regarder sur le marché. On va basculer un petit peu comme ça, on va faire le lien avec l'analyse graphique. On va basculer sur le marché. Voilà, on n'a pas ça. Vous voyez, on n'a pas une grosse goutte comme ça. Voilà, on n'est pas là, passé de 22 000 à 21 000 en 2 heures. Là, ça, c'est du 1 heure. Donc, en 2 heures, on avait perdu 1000 points. Regardez, mais en ce moment, combien de temps on a mis, entre guillemets, à perdre 1000 points. Vous voyez, ça, là, qu'on avait fait en 2 heures, ici, on a mis plusieurs heures à le faire, même plusieurs jours. Hein, papapam. Là, même 21 300, il est là même. D'accord? Donc, on était vendredi, on a mis jusqu'à mardi pour arriver à la même chose. Vous voyez? Mardi, 14 heures à peu près. Donc, on n'est pas dans une panique.
Et on a bien chaque fois des petits rebonds au milieu. Ici, regardez, on touche un seuil clé, boum, on rebondit bien. On revient dessus, hop, on rebondit, on accumule, on le casse. Et maintenant, on a touché un autre seuil clé, boum, on commence à rebondir. Donc, on n'est pas dans un sell-off dramatique, on est quand même dans une aversion au risque, plus que dans un gros sell-off où vraiment on bazarde tout, coûte que coûte, il faut renverser la table, vite se barrer, parce qu'ils ont de l'angoisse ou de la panique. D'accord ? Si on retourne sur août 2024, regardez ici, là c'était le vent de panique, hein, regardez en combien de temps on avait perdu, pas tout à fait 2500 points, hein, du jeudi 16h au lundi 5 août, donc en 2 jours, on avait perdu, ça c'était assez lourd, quoi, hein, en 1 heure. Donc là, on n'est pas dans cette phase-là, on est vraiment dans quelque chose, oui, certes, baissier, assez présent, assez appuyé, mais on n'est pas dans une panique. Et j'espère que du moins vous le ressentez, qu'on n'est pas dans cette panique. Donc le fait qu'on ne soit pas dans cette panique, mais qu'on est quand même plutôt sur une détente des multiples de valorisation, ça peut être favorable, c'est plutôt favorable, et c'est favorable aussi notamment à la principale chose. À quoi ça peut être favorable ? La principale chose à laquelle ça peut être favorable, s'il vous plaît, qu'on ait ça va être quoi ? Et qu'on ait ce contexte économique et ce contexte du coup de pas de panique mais de détente des multiples, ça va nous donner, s'il te plaît, de combattre l'inflation. De combattre l'inflation et donc par ricochet, si on est bon dans le combat de l'inflation, de baisser les taux, directeurs au niveau de la Fed. Directeur. Voilà. Donc si on baisse les taux de la Fed, ben, c'est un peu ça pour l'instant, moi je pense, hein, que continue à garder en stock le marché. Si vous voulez, son soutien au marché, là, ça canne, on va dire, pour marcher, comme ça, pour baisser, mais sans non plus être dans un gros sell-off où on bazarde tout le plus rapidement possible. C'est parce qu'il se dit, OK, le contexte n'est pas au beau fixe. OK, on n'est pas on est sur des données macro, d'une analyse fondamentale qui n'est pas dans les meilleurs des cas. Mais de l'autre côté, on a des taux longs à qui ça permet de ralentir. Et donc, par défaut, nous, on va avoir plus d'options, plus de cartes en main pour pouvoir balancer une baisse des taux si on en a besoin, parce qu'on aura les justifications économiques pour cela. Et surtout, on aura besoin quelque part. Les entreprises seront dans cette attente. D'accord ? Donc ça, on peut se demander, et c'est la question là, je pense que le marché se pose, et moi en tout cas, c'est la grosse question que je me pose, c'est est-ce que c'est une vraie stratégie qui est mise en place par Trump pour détendre les taux et accélérer le processus de baisse de taux de la Fed dès le début de son mandat, avant de basculer, si vous voulez, sur une autre dynamique au niveau de son mandat, avec baisse, une fois qu'il aura obtenu des baisses de taux et mise en place ces ralentis d'économie, mise en place du moment où on casse les codes au niveau de l'imposition, etc., pour recréer un dynamisme et refaire partir la boutique et donc refaire partir le marché, ou est-ce que c'est juste de l'insouciance et un peu est-ce qu'on est juste dans un marasme un peu politique où le mec ne se rend pas bien compte de ce qu'il est en train de faire et quelque part, pour l'instant, les multiples étant tellement hauts, c'est pas gênant. Mais si on se rend compte que le mec, en fait, ne savait pas ce qu'il faisait, là, ça risque de se basculer, de se transformer en gros sell-off. Vous m'entendez toujours ? Ouais. Oui, tout à fait. Là, j'ai eu un moment où ça crépitait dans mon Ouais, ça a crépité un peu. Donc, il y a un moment où ça, oui, si le marché, à un moment donné, se dit « nous n'avons pas les données que l'on peut attendre de la part, enfin, la réaction que l'on peut attendre de la part de la Fed
Nous n'avons pas les données économiques et le Gugus qui est aux manettes, en fait, il n'est pas le maître à bord, il est en train de faire un peu n'importe quoi. Là, par contre, ça va basculer en mode panique. Et si on bascule en mode panique, le gros problème que l'on va avoir, c'est que si on se met tous à paniquer, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le seul point positif ne sera plus un point positif. Parce que si on se met tous à paniquer, il y a même des personnes qui vont arrêter de vouloir autant prêter à l'État américain et donc ils vont arrêter de contribuer à la baisse des taux longs américains. Parce qu'ils vont se dire, si récession économique il y a confirmée de la part de l'Amérique, et si en face, dans les recettes fiscales, on n'a pas ce qu'il faut dans les comptes, ben est-ce que j'ai envie de prêter à l'Amérique? Et est-ce que j'ai pas envie de prêter à quelqu'un d'autre? Voilà. Donc ça va être toute la question, selon moi, économique, qui va commencer à s'installer petit à petit et qui est déjà dans les têtes de certains fonds, à mon sens, en se disant, ben voilà, soit la Fed, soit ce que fait Trump, parce que Trump, souvenez-vous, on avait évoqué ça aussi, on sait que c'est pas le meilleur ami de tonton Powell, et donc Powell ne lui servait pas de baisse de taux. Trump, pendant sa campagne, tapait sur la Fed de manière assez agressive et forte, comme il fait tout le temps. Et là, finalement, dernière réunion de la Fed, souvenez-vous qu'il avait dit, Trump, que finalement, il comprenait un petit peu mieux la position de la Fed. Vous savez, je ne sais plus, il avait fait une phrase comme ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait assez surprise, parce que finalement, il passait son temps à taper sur Powell en disant que c'était la faute de la Fed s'il y avait eu de l'inflation, que c'était la faute du gouvernement Biden, etc. Et que là, quelque part, il venait dans le sens de Powell en disant finalement, on ne peut pas trop faire n'importe quoi non plus au niveau des taux, et je comprends qu'il n'ait pas pu agir plus vite. Et Powell, derrière, était allé au Congrès en disant qu'il n'était pas le seul, que le seul sujet l'empêchant de trop piloter les taux n'était pas que l'inflation, mais qu'il y avait aussi un réel questionnement sur la dette. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on avait évoqué cette même semaine, il y avait eu ces deux interventions-là. Donc, soit en fait, Trump, il a changé, il a adopté une stratégie en se disant, de toute façon, je ne suis pas pote avec Powell, il ne m'aidera pas, donc je vais frapper fort sur l'économie, les multiples sont tellement hauts que le marché, je peux le laisser. Là, le marché, honnêtement, regardez ça. Allez, vous êtes investisseur, vous avez acheté, vous voyez, même en août 2024, vous avez, ou même si on ne prend pas un point bas, vous avez acheté là, 18 500, vous êtes à 20 000, bon, 20 200 et quelques, on a fait quoi? Ça fait quoi ça comme multiple? 20 200 divisé par 18 500, voilà, vous avez fait 9%. 9% en 6 mois. Ou 8 mois. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, pour l'instant, il n'y a pas de vraie panique à avoir. Hein. Ouais, mais pour nous, ça fait mal, hein, quand ça tombe. Nous, on est des petits. Ouais, bon, après, ça fait mal quand ça tombe, mais je pense pas que ça fasse mal quand ça tombe parce que ça tombe pas de rue toujours dans le même sens. Ça tombe en bande organisée. On peut quand même faire des bons chiffres. On peut prendre des retournements. Peut-être il faut s'adapter à ce marché fortement baissier, ne pas rentrer tête baissée, tête brûlée, ne pas doubler parce que de toute façon, si à un moment donné, tu sais que le marché est capable de perdre 250 points en 4 bougies ou 80 points en 2 bougies et que tu as envie de doubler au palier suivant au lieu de prendre ton stop, ben là, ça c'est un aspect sur lequel on va faire un lien, et c'est ce que j'avais mis dans le mail, c'est un aspect psychologique qui n'a rien à voir avec le marché. Parce que si quand le marché est structurellement haussier, si quand le marché ne fait que monter sur une phase un peu à la Trump trade ici, voilà, période de temps,
forcément, ici, novembre, décembre, octobre, novembre, décembre. Là, vous voyez, fin octobre, ici, jusqu'à mi-décembre. Le marché fait que monter. Si quand le marché fait que monter, tu doubles, tu t'habitues à doubler et que ça te sauve parce que ça fait que monter et que, ma foi, tu te dis, c'est génial, en fait, c'est une machine de casino sur laquelle je ne peux jamais perdre. C'est sûr que tu vas te dire que tu es le meilleur trader du monde. Hein, tu vas faire du kerviel. Puis après, quand tu prends ça, tu continues à faire du kerviel, tu doubles, tu triples, tu quadruples, mais comme toi, tu n'as pas possibilité d'avoir 500 milliards d'encours comme lui, même lui, il a fini par tout planter. Et sauf qu'il aurait pu planter le système. Voilà. Rappelez-vous ça. Quelque chose qu'on a regardé en décembre. C'était il y a 3 mois. Steven, vendredi, il a une bougie 100 points. Elle a fait. Oui, mais si toi, tu doubles, si toi, dans la bougie qui fait 100 points, tu doubles ou tu rentres à 5 contrats, tu es mort. Voilà. Et ça, c'est pas la faute du marché. Parce que tu le sais. Si tu sais que le marché produit des baisses significatives, accepte tes pertes. Ouais. Voilà. Il n'y a pas d'autre photo. Je veux dire ça, au contraire, profitez-en pour travailler votre comportement. Le marché, là, du coup, vous donne moins droit à l'erreur. En fait, c'est la seule chose qu'il fait, c'est ça. C'est que quand il est sur le marché structurellement haussier, il y a des fois où tu vas doubler, où tu vas faire le kéké et ça va passer. Et là, ça passe pas. Donc, chaque fois que tu le fais, ça passe pas. Et donc, chaque fois que tu le fais, tu prends un calbot. Voilà. Ouais. C'est la seule chose, la seule différence, c'est ça. Parce que quand il y a des retournements de la même façon, oui, il y a des bougies rouges de 100 points, il y a des retournements de 100 points aussi. Hein. On l'a fait, la preuve, on a validé en live un Eval 25K sur un retournement comme ça, parce qu'on se disait qu'il allait aller chercher le palier au-dessus. Donc, si tu attends ces phases de retournement et si tu veux être un petit peu dans du trading, un peu plus dans le cœur, on va dire, du volume, et pas forcément dans l'application d'une stratégie, mais dans la liquidité, parce que rappelez-vous, c'est pareil, en décembre, on a travaillé qu'est-ce que c'était la liquidité du marché. Donc, si tu viens travailler la liquidité, donc une zone sur laquelle va s'appuyer le marché et d'un seul coup fortement rebondir, quand il rebondit et qu'il casse un point clé, par exemple, comme ici, bam, quand, ici, voilà, là, c'est un trade que j'ai pris. Le seul trade que j'ai pris, vous le voyez là, il descend, pomme, bougie en 1 heure de retournement. Ici, il vient casser le seuil des 778. Regardez, hein, je rentre à 735, bam, il casse ici, le 19, je rentre à 735. Je me dis qu'il peut aller chercher le point haut ici, je rentre à 754 et je sors au moment où il touche, vous voyez, à 775, au moment où il touche ici l'intérieur, parce que je me dis, s'il touche l'intérieur et qu'il retombe, au moins, moi, je suis déjà payé. Et bon, il s'en va, il monte à 943, je fais 1002 sur la position. Voilà. C'est beau. Oui, c'est beau, mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que j'ai attendu, j'aurais pu le prendre à la baisse, je ne suis pas à l'aise d'être à la baisse, j'attends le seuil de retournement pour y aller. Et en analysant que ça y est, il s'est retourné, il se retourne, il casse, à partir du moment où il casse et qu'il va venir chercher cet intérieur-là, c'est là où je vais, quoi. Voilà. Donc, et ça, vous pouvez l'attendre aussi, c'est exactement ce qu'on a fait vendredi en live. On attend le retournement, et quand il fait le retournement et qu'il casse l'intérieur d'à côté, boum, là, c'est là où on y va pour essayer d'aller chercher du point et le sécuriser, pam, 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 le monter avec lui, et voilà. Donc, peut-être soit adapter le trading, soit adapter de toute façon, quoi qu'il en soit, la psycho. Parce que chaque fois que tu vas vouloir doubler ou rentrer avec plus d'intensité, tu vas prendre une bouffe. Ouais, si le marché, d'un seul coup, se met à avoir plus de volume, être dans un marché où tu as des bougies qui font 100 points, toi-même tu le dis, en ce moment c'est fort, ça bouge beaucoup, on est d'accord, c'est ça que tu dis. Et tu rentres à 5 contrats. Bon, si quand ça bouge pas beaucoup, tu rentres à un contrat, et quand tu fais 10 points, tu as peur, et que quand ça bouge beaucoup, tu as envie de rentrer à 5 contrats, à un moment donné, je ne sais pas comment faire, hein, parce que normalement, quand plus ça va bouger, plus tu as envie de réduire ton risque, tu n'as pas envie d'augmenter le risque. Si en 1 minute, tu peux avoir 100 points,
et que toi, tu es à 5 contrats, c'est fini. C'est pour ça que ce n'est pas un problème de DD. Parce que tu peux avoir un compte 300 000, en une bougie, il est fini. Ouais. Donc, voilà. Il n'a pas besoin de beaucoup. Alors que si le marché il est mou, il va te laisser le temps d'avoir une réaction. Là, tu n'as même pas le temps d'avoir une réaction. C'est-à-dire que tu as regardé ton compte partir en fumée en une fraction de seconde. Donc, cette réaction-là, on la doit à autre chose. On la doit pas, je sais. On la doit pas au marché. Voilà. Donc, là, je pense qu'effectivement, regardez, on est bien sous une pression baissière assez forte. Ok, si on prend le point, le moment où ça a commencé vraiment à bien baisser, on est quand même sous une pression baissière assez forte. Ok, mais regardez ici, je trouve sympa, c'est que on est repassé au-dessus à ce moment-là, dans la semaine dernière, on est repassé au-dessus. Et maintenant, on suit cette pression baissière plutôt par le haut. Vous voyez, là, on était sur une pression baissière plus forte où on était, vous voyez, sous je vois ce que tu veux dire. Sous la trajectoire baissière, ici, ok. On le touchait chaque fois qu'on faisait un rebond. Et chaque fois, on rebondissait, on revenait le toucher, mais dès qu'on le touchait, boum, on redescendait encore plus fort. Vous voyez, ici, cette partie-là. Et là, depuis mardi de la semaine dernière, c'est l'inverse. On est repassé au-dessus. Et là, maintenant, on rebondit chaque fois qu'on le touche. Vous voyez ? Donc là, on est plutôt sous une pression baissière, de plus bas de plus en plus bas, de plus haut de moins en moins haut, mais comme s'il voulait ralentir. Et ben, ça, c'est qu'il ralentit la baisse. Hein. Donc là, on a bien d'ailleurs un multiple qui va le confirmer, c'est-à-dire que de vendredi 21 février à aller, on va dire, donc du coup, là, jusqu'à la semaine dernière, donc le vendredi 28 février, on a perdu, ici, on avait perdu, voilà, 21, 22 heures, là, ici, donc 22 heures, on a clôturé à 20 909, et on avait démarré à 22 200, on va dire, ok, pour être simple. Donc si on prend 1003, 20 900 divisé par 22 200, on a perdu 6%, d'accord. Et là, depuis cette date-là, si on regarde, donc de 20 900, on finit à, donc ben, on va dire à 20 000 points, puisque là, je crois qu'on est là, à 20 229 points. Donc, 20 200. Et donc, du coup, on avait dit 20 900. Hein, c'est ça, on avait dit, ouais, 20 900. Donc, 20 200 divisé par 20 900, on a perdu 4%. Même pas, moins 3,5, 3,34. Donc, d'un côté, vous voyez, comme on a divisé par 3 le rythme de baisse, quoi, quand même, ça veut dire. Hein, c'est ça, j'ai dit 9%. On a divisé par 2. On était à 6%, 5,85, et on est passé à 3,30. Donc, on a divisé par 2 le rythme de baisse. Donc, ça veut bien dire, voilà, comme on dit, comme tu disais très justement, qu'on baisse moins vite, moins fortement. D'accord ? Donc là, ça y est, c'est pour ça que je trouve qu'on est quand même dans une baisse. Ok, là, on a eu une belle vague de baisse, mais sur une semaine, on a perdu 6%. Là, sur une semaine, on commence à en perdre 3%. Peut-être que là, sur une semaine, on va perdre que 1 ou 2% finalement. Hein, d'accord ? Et donc, si on devait perdre 1 ou 1%, on perdrait 2000 points, on serait à 18 200. On peut. Ouais, quand même. Oui, si on perd. D'accord. Non, 2200. « 19 008, pardon. Donc, si on était à 19 008, et ce qui semble en plus très cohérent, regardez, c'est que là, quand même, ici, on pourrait perdre finalement sur la semaine peut-être que 2% et finir, vous voyez, venir peut-être tester les 19 500 et hop, finir peut-être vers ici, 19 008 qui ressemble ici au bas, en fait, au point bas qu'il a fait. Il avait fait en plus bas de semaine 765. Donc, s'il fait, on finit à 765 pour 19 008, vous voyez, c'est cohérent.
Donc, on peut rester dans une dynamique de baisse qui ralentit de plus en plus, qui continue de baisser, mais qui ralentit de plus en plus. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que stratégiquement, on le sait, le 19 500 va être un beau point. On l'avait identifié, on l'avait vu. Souvenez-vous. Oui. Parce qu'après, c'est un peu le no man's land. Hein, c'est ça qu'on avait vu. C'est que si on casse 19 500, on a un gros trou d'air jusqu'à potentiellement beaucoup. Donc, c'est normal que plus on se rapproche de ce 19 500, plus il y a une phase de latéralisation qui se crée. Donc, en attendant, finalement, que la semaine d'après, on ait la Fed. Quelle va être la décision de la Fed? Est-ce qu'on aurait une baisse de taux? Certainement pas. Je ne pense pas qu'on puisse attendre une baisse de taux. Ce n'est pas du tout ce que price le marché. Ce qui va nous intéresser, c'est plus de savoir ce que dit la Fed dans son contenu, ce que pense la Fed des mois à venir, hein, de comment elle envisage les mois à venir et est-ce qu'elle peut progressivement faire monter ce pourcentage pour se projeter qu'en mai, on puisse avoir la baisse de taux que l'on n'a pas, que l'on n'attendait pas et qui était, il y a quelque temps, souvenez-vous, complètement inespéré, hein, mais complètement inespéré. Il y a eu même un moment où le marché était sur les plus hauts en s'attendant à ce que la Fed ne baisse pas les taux en 2025. On se disait, c'est quand même une hérésie, quoi. Voilà. Donc, maintenant qu'il corrige, on ne peut pas lui en vouloir. Voilà. Donc, c'est assez sain. Tout ça pour dire qu'il y a une belle baisse, mais pour l'instant, elle reste saine. Si on devait casser, bien sûr, les 18 500, voire peut-être 18 500, de toute façon, c'était ça, je crois que j'avais marqué, qu'on avait dit, oui, voilà, c'était ce seuil-là qui avait servi ici, qui avait servi ici. Donc, si on doit casser les 18 500, là, c'est là où le marché commencera à considérer qu'il rentre dans un marché vendeur, qui rentre dans un marché qu'on appelle un bearish market, donc dans un marché vendeur, hein, d'inversion qui s'inverse. Et là, par contre, le multiple qui était fortement monté peut fortement faire mal à la baisse parce que, regardez, on a déjà eu des phases de correction. Vous voyez ici, ça c'était Covid, d'accord? Et après une telle excitation, on avait eu à l'inverse une belle correction, hein, assez forte, avec un marché qui était quand même revenu sur de 10 400 alors qu'il était monté à 17 000. D'accord? Donc il avait perdu presque 7 000 points. Et là, on parle de, vous voyez, décembre 2021, donc janvier 2022, à octobre 2022. Hein. Donc, finalement, en 9 mois, il avait perdu quand même 6 000 points, quoi. 60%. Attendez, parce que là, je ne suis pas fort en pourcentage, là, ce soir, je crois. Ça me semble énorme. 16 000 à 10 000, 16 500, on va dire 10 500. 10 500 divisé par 16 500. Oui, donc 40%. Oui, c'est l'inverse. C'est pas 60, c'est 40%. 40% de sa valeur. Donc, quand même, une baisse de 40% sur 9 mois, c'est pas rien. Voilà. Donc, là, on voit bien que, regardez, je trouve que c'est assez marquant. On fait ça, hop, si on prend ça et qu'on le remet au moment où il est reparti à la hausse, oh, c'est bizarre, vous voyez? Voilà, c'est le moment, en fait, ici, où, regardez, si on se rezoome, je suis sûr que c'est le moment où on a eu le Trump Trade. Vous voyez? Ça va être, donc, je le trace grossièrement, hein, mais le moment où on est arrivé ici, voilà, novembre 2024, donc c'est le moment où, boum, on a explosé, donc on est allé plus haut, on va dire que entre guillemets, que la bulle précédente, la phase haussière jamais stoppée précédente, d'accord, hein, j'ai juste fait ce tracé, c'est là que je trouve c'est intéressant, vous voyez, et c'est ça qui est rigolo dans les graphiques, c'est que, hop, on prend le tracé, on se dit, ok, de là à là, ben, j'ai un tracé, hop, qui me fait ça. Je prends la même chose, je retourne au moment où j'ai eu la phase haussière et je l'appuie, bam, ben, je tombe pile au moment où ça a cassé,
finalement, c'était le moment où c'était le Trump trade. Et donc, maintenant qu'on se replie, parce que finalement, la politique de Trump n'est pas celle, on va dire, attendue, si on pourrait dire. Hein, on peut peut-être faire ça, ici, le mettre là, et là, se dire, où c'est qu'on peut finir? Ben, regardez. Au dernier, au plus haut du... Ouais. Voilà. Vous voyez? Et ça c'est tout con. Là, on fait 3 dessins ronds qu'un enfant est capable de faire, et le marché, on retombe dessus. C'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? C'est très intéressant pour plusieurs raisons. C'est que la première, c'est que là, ce que nous on fait, il faut vous dire un truc, c'est que tous les acteurs du marché l'ont sous les yeux. C'est-à-dire que les seuils, les supports, les canaux, pourquoi ça marche de plus en plus? Parce que tous les acteurs, toutes les personnes qui sont présentes sur le marché ont la même analyse, et il va y avoir de plus en plus de volume et de monde, et donc il y a une influence sur le marché qui se génère. D'accord? Donc, le marché s'auto-convainc que sa figure va marcher, parce qu'en fait, on est de plus en plus nombreux à voir la figure. D'accord? Donc, déjà, forcément, ça aide. Et donc, quand tu vois que le dernier point haut, finalement, il peut être pile sur la même phase de baisse que les 40% que l'on vient d'évoquer, ben moi, ça me parle, quoi. Moi, je me dis, ben, OK, donc oui, on peut revenir à 16 400. Mais pas à la fin de la semaine. Mais non, pas à la fin de la semaine. Bon. Peut-être au mois de septembre ou octobre. D'accord. D'accord. Mais ça veut dire qu'on est rentré pour peut-être 6 mois de baisse continuelle. Et de moins en moins, peut-être pas forcément aussi puissante que la semaine dernière ou que la semaine avant. Parce que il va falloir être patient et attendre les rebonds. Mais soit il va falloir être patient, attendre les rebonds, soit il faut se mettre dans la dynamique de baisse si ça te convient, soit en tout cas il va falloir, ça ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que tu arrêtes de doubler les contrats, parce que de toute façon, marché haussier, ça, de temps en temps ça punit, mais là ça risque de te punir pour les 9 prochains mois, donc à un moment donné il vaut mieux que tu te le rendes dans la tête, parce que sinon ça va te coûter pas mal de fric, ça c'est sûr. Voilà. Donc, vous voyez comme ça, c'est hyper intéressant. Et ça peut être le target. Si on casse 18 500, le target, ce sera quoi? Ce sera forcément 16 400. Forcément. C'est obligé. Et 16 400, en plus, c'était, regardez, le premier, il me semble, le 1er janvier, si je ne dis pas de bêtises, 2024, ici. Vous voyez, la première séance de trading de 2024, c'était le plus bas de 2024, ici. Voilà, janvier 2024, vous voyez ici, on était au plus bas de 2024, là, 16 347. Vous voyez? Comme si on aurait fait une année pour rien, presque, s'il revient là. Ah ben, pas presque. S'il revient là, on aura fait une année pour rien. S'il revient là, on aura fait une année pour rien. Ici, on est en décembre 2023. Hop, on bascule en janvier, il descend, et après, il fait que monter, il ne revient jamais. Donc, le plus bas de 2024, c'est ça, 16 347. Ou 37, là, je ne sais plus ce qu'on a dit. Bon, en tout cas, voilà, c'est ça le plus bas. Là, le plus bas de 2024, vous voyez, 34. D'accord? Et ça pourrait donc, si ça semble évident, du coup, que si on casse 18 500, ben, pour un marché vendeur, ben, son target, ce sera ça. Parce que, pourquoi? Parce que, ben, on l'a vu ensemble, ici, c'est le top, et que ça correspond aux 40% précédents que l'on a déjà eu. Donc, avec des étapes intermédiaires, forcément, mais avec ce target-là. Hein. Voilà. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on peut attendre? Ben, toujours un marché plutôt baissier. Hein, alors, pourquoi plutôt baissier? Parce que quand même, toujours pareil, si on doit faire un petit peu attention à ce qui se dit et aux news, Trump annonce mise en place des droits de douane, excusez-moi, pour la Xème fois depuis qu'il est élu. On dirait que ça fait déjà des années qu'il est élu, tellement il fait des news et des news et des news. Et dans la même semaine, 2 jours après, 48 heures après, il revient sur ses propos une énième fois en nous expliquant que finalement, il laisse un mois de plus aux Mexicains et aux Canadiens. Alors, du coup, le marché, si on regarde la dernière fois que c'était arrivé, il y a un mois,
mois de février, mise en place des droits de douane, rebond lorsqu'il annonce que finalement, que c'est décalé. Sauf que là, baisse du marché. Hein, regardez, on était allé presque chercher le plus haut de tous les temps grâce à ces annonces que finalement, ce n'était pas mis en place et qui leur laissait un mois de plus. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Mise en place des droits de douane, au milieu de cette baisse, mise en place des droits de douane, ça continue de baisser. Il annonce qu'on va le décaler d'un mois, mais on n'a pas le rebond escompté, on n'a pas cet effet hop, où on repart, où on reste dans le range, on revient le toucher ici, on voit assez bien, on revient ici, pardon, hop, le toucher, hein, on revient ici le toucher, mais on continue de baisser. On n'arrive pas à re-enclencher pour rester entre 22 100 et 21 000 parce qu'on a eu cette nouvelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de fatiguer le marché. Et ça il les a leurrés une fois, pas deux. Voilà. Ouais, je ne sais pas s'il les a leurrés, mais en tout cas, parce que finalement, les droits ne sont pas mis en place, donc il a leurré personne. Par contre, là, le marché, finalement, n'a pas envie de réenclencher la marche avant. Donc, voilà. C'est que le marché se concède, on va dire, j'ai l'impression, accepte de lâcher un peu de lest aux vendeurs et donc de dire, OK, travaillons les multiples. Si on est dans une phase un peu plus de doute, laissons-le faire. Travaillons les multiples. On a de quoi faire. On a de la surface. On a on a le temps de se laisser un petit peu descendre. Donc, si peut-être on atteint un seuil dangereux clé de 18 500, boum, ça repartira très fortement à la hausse et on peut réenclencher. Vous voyez, je ne dis pas qu'on sera à 18 500 cette semaine, mais si on s'approche du mois de mai, ce qui ne serait pas du tout pour moi déconnant, de 18 500, ça peut être sympa parce que, tiens, si on le met en daily, est-ce que je vais avoir, j'ai pas ma droite en daily, c'est dommage, comme quoi c'est complètement stupide, mais si on arrivait à 18 500 avec la droite, vous voyez, ce qui est con, c'est que j'ai pas la droite, je voulais la copier, oui, mais je sais comment je vais faire. La mettre et je vais l'appliquer. Hop. Je vais pouvoir l'appliquer sur toutes les time frames normalement configurées. Et là, je vais unité de temps de la ligne, couleurs d'indice. Toutes les unités de temps. Voilà. Hop. Et donc là, normalement, si je reviens en daily, je vais la voir. Voilà. Donc, si je la prends, bon, elle est quand même, vous voyez, hein, regardez là, en daily, je trouve, on le voit encore mieux. On est parti de là-haut, on n'avait que des cupes là, pam, 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 vous voyez. Et là, en fait, le seul moment où on est repassé au-dessus, d'accord, depuis, le bas des bougies, c'est le bas du canal, vous voyez, le bas, enfin, du canal, de la pression baissière. Okay. Et là, si on atteint les 18 500, regardez, on serait quand même 17 mars, on serait à la mi-mars, ce qui me semble assez fort. On devrait avoir une phase un petit peu plus de latéralisation, comme on disait, avant de pouvoir arriver à 18 500, parce que si on arrive ici le 17 mars, c'est quand même très tôt, donc c'est trop tôt. Et là, ouais, 27 mars. Non, là, la pression baissière est partie de trop raide pour qu'on puisse s'y fier. Parce que ce que moi, j'anticipe dans ma tête, c'est qu'on soit plutôt vers ce seuil-là clé de 18 500, aux abords de pas la réunion du 19 mars. Alors, on peut très bien, selon ce qui est dit à la réunion du 19 mars, venir chercher les 18 500, parce que ça dépend de ce que nous dit la Fed, elle peut créer cet effet de sell-off, de panique que pour l'instant le marché n'a pas. Mais si il n'y a pas de vent de panique et que voilà, on pourrait attendre mai pour venir dessus. Réunion de la Fed en mai, selon ce qu'ils nous disent et pourquoi pas s'ils nous offrent une baisse de taux à ce moment-là, on est aux alentours des 18 500. Bam, on s'appuie, magnifique, on repart à la hausse, on regagne 2, 3, 4 000 points sur les 3-4 mois qui arrivent derrière. Voilà. C'est aussi mon scénario, du moins, c'est celui-là. Voilà.
Donc, si le 19 mars, il n'y a pas de phrase de la Fed qui crée de l'angoisse particulière sur le marché, je ne vois pas pourquoi on irait si rapidement aux 18 500. Si par contre on a ça, on peut. Mais sinon, on n'irait pas. Et à ce moment-là, on pourrait y être plutôt vers le mois de mai. Donc, se laisser du temps pour travailler toute cette zone-là qui finalement n'a pas été tant travaillée que ça. Hein, quand on regarde les poussées qu'il y a eu, on est revenu dessus, mais c'était quand même souvent, vous voyez, ou des poussées haussières fortes ou des pressions baissières assez fortes. Voilà. Donc, on pourrait revenir finalement travailler cette zone avant de repartir vers en haut, si on devait repartir vers en haut, bien sûr, mais je pense que c'est ce qu'on fera, j'espère bien. Ce serait triste d'avoir le marché qui s'effondre de trop. Voilà. OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre pour la semaine? Donc, lundi, on n'a pas de statistiques majeures. Hein. Donc, lundi, mardi, on va rester sur une pression baissière. Donc, déjà, on va dire que sur la semaine, on va s'attendre à une baisse de 1,5%, 2%, de 1,5%, 1,5%, 2%. Donc, de 20 200, si on arrondit, à, on a dit tout à l'heure, 20 200 fois 0,98 à voilà, 19 008, en gros. Voilà. Donc ça va être les 400 points de la semaine. Donc ça va être semaine de range, en gros. Hein. 400 points, c'est pas grand-chose finalement. Okay. Pourquoi? Parce que semaine d'après, il va y avoir la Fed. Donc, on sait très bien que normalement, ce n'est pas le moment où ils prennent des directions avant une semaine de Fed. Et en plus, il n'y a pas de données statistiques vraiment majeures. On va pouvoir venir à la rigueur titiller un seuil intéressant, peut-être justement titiller le 19 008, titiller le 19 750, ou le 19 500 dans la semaine, mais pas finir la semaine sur ce seuil-là. Hein. Donc, lundi, mardi, plutôt rester entre 20 200 du coup et 20 000, on va dire, hein, voir un test peut-être sur le rapport Jols, un test de 19 750, 19 008, ok, voilà, et mercredi, l'IPC Core, on va avoir justement, donc là, soit on vient chercher les 19 500 en test, en premier test, soit on revient plutôt, on peut aussi revenir vers les 20 460, là, 20 500 en point haut. Vous voyez, si vraiment on est sur une journée où ils ont envie de retester un point haut. Voilà, de refaire un plus haut, plus haut. Ce qu'ils ont fait hein, dans la semaine précédente ici, hop, ils ont fait un plus haut, ils ont refait un plus haut, ils ont refait un plus haut. Après, là, pareil, tam, et là, ils ont retapé la zone. Donc là, peut-être même, ils peuvent faire ça, redescendre plutôt vers les 20 000 demain. Là, donc, on peut même se le mettre, ça, lundi peut-être. Alors ça, on va se le mettre. Allez, lundi, 20K. Mardi, donc du coup, sur Jols, 19 008. 19 750, si tant est que Jols ne soit pas, favorable. Hein. Et mercredi, soit on est à 19 008 et là on revient tester la zone ici 20 002, voire 20 450, le plus haut du mois précédent, et on revient à 20 002 en se disant, voilà, on a fait, on reste plutôt, on s'emballe pas, on repart pas vers les 21 000. Soit il n'est pas bon, et là on s'en va encore un peu plus vers la cave et on va vers 19 500. C'est clair? Oui. Voilà. Et après, jeudi, vendredi, ça dépendra si on est plutôt vers le bas,
on testera à nouveau plus bas, peut-être 19,250 et hop, on revient et voilà. Soit s'il faudrait vraiment qu'il y ait un cumul de mauvaises nouvelles ou de tweets ou de machin pour qu'on n'ait pas ce qu'il faut. D'ailleurs, j'ai pas fait attention, mais le copain, comment ça se fait qu'il parle pas le bien comment ça se fait qu'il a rien à nous dire? Comment ça se fait qu'il a rien à nous dire, lui? Là, on est quoi? 24 février. On l'a pas. Hop. États-Unis. Hop. Hop. C'est vrai qu'il n'y a aucun discours cette semaine. Alors, les discours de la Fed, c'est normal, parce qu'ils n'ont pas le droit de parler avant la Fed. Ah. Les discours de la Fed n'ont pas le droit de parler avant la Fed? Les membres du FOMC n'ont pas le droit de parler la semaine avant la Fed. Et lundi, mardi non plus, parce que ce qui est logique. Non, mais c'est Leblond, là, c'est bizarre. Et normalement, on l'entend tous les jours presque. Donc bon, il faudra faire attention à Twitter. Il va faire des tweets. Et voilà, il faudra faire attention à Twitter. Parce que là, il n'a pas de, vous voyez, il n'a pas de discours prévu, apparemment. Donc voilà, bon, hormis qu'il y ait peut-être entre-temps une conférence ou quoi qui soit programmée, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est programmé comme intervention. Alors, c'est quelque chose que ça fait partie du mandat Trump, de la politique Trump, d'occuper les médias comme ça très, très, très fortement, d'être très présent. Biden n'était pas du tout autant présent dans les médias. Hein. Donc lui, ça fait partie de sa stratégie politique. Hein. Donc à tout moment, j'ai envie de dire, s'il a envie de prendre un micro et de parler, on sait qu'il ne se gêne pas et la presse, forcément, elle est friande de ça. Hein. Donc, quand même à surveiller, mais pour l'instant, apparemment, il n'a pas de discours, en tout cas, programmé, prévu. Tant mieux pour nous, et voilà. OK? OK. Yes. Bon, ben voilà, je ne sais pas si vous avez des questions éventuelles. Peut-être Mathieu, je ne sais pas si tu as des questions aussi, ou si d'autres ont des questions, comme si c'était le premier pour Mathieu, c'est pour ça que je demande. Voilà. Moi, juste une question, le T-bone 30 ans, c'est important aussi, le T-bone. Oui. Parce que le T-note, oui, mais le T-bone aussi, 30 ans, ouais, c'est ça. C'est voilà. Les obligations, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, 30 ans, c'est des chiffres clés. Ok, merci pour l'astérisque. Salut tout le monde. Salut. Non, pas forcément. J'ai une observation, j'ai écouté bien souvent. Parfait. C'est super intéressant. Bah, tant mieux, encore mieux alors. Allez, bah écoutez, à demain. À demain. 14h30. Demain, 14h30, je ne sais pas pour moi, parce que du coup, j'avais des plannings, ils m'avaient mis des rendez-vous, donc je vais voir comment je vais pouvoir le gérer. Ah putain, ça, j'ai pas été bon là. Ça, j'aurais dû me le marquer, vous voyez, je suis bête, j'aurais dû le marquer en début d'année. T'arriveras 1 heure après. Ouais. Tu sais, ça bouge beaucoup, alors c'est pas plus mal des fois. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de l'heure à laquelle je fais le live. De toute façon, oui, comme tu dis, ça bouge plus ou moins même toute la journée globalement, donc on aura de quoi faire. Ah ouais, même le soir, ça swing bien. Ouais. Toi, le soir, j'y pense, tu dois te régaler parce que ça a tendance à... Ah bah j'ai changé ma manière de trader, hein, clairement. Ouais. Parce que les points d'entrée, du coup, ils étaient plus bons. Et là, je fais d'autant plus gaffe. Hein. Ouais, mais ça, après, c'est agréable quand tu le vois partir, boum, tu t'appuies et généralement, il va. Ah bah ça, oui, ça peut vite. Hein. Alors, oui, petit point, c'est que là, du coup, justement, on va un peu adapter aussi notre manière de trader. Dans la manière de trader, ce qu'on va faire, c'est que hop, alors attendez, je vais remettre. Tac, voilà. Ce qu'on va faire, peut-être je vais mettre le 1 minute. Hop, pardon. Tac. En live. Hop, il faudrait que j'ouvre Ninja en fait. Pour ceux qui sont là, donc notamment Lisa, surtout, sois attentive là. Bon, Steven, ça devrait aller. Alison, sois attentive. Oui, on reste à l'achat, pardon, j'avais pas vu la question. Ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, tu le vois si je me mets à la vente. Et justement, c'est ce que je veux vous montrer là.
parce que quand je serai en live, je le ferai de manière automatique, je me connais, donc on va essayer d'éviter, on va travailler ça maintenant. C'est-à-dire que donc, quand on va être vendeur, on va mettre là, quand on va être vendeur sur une position, on va être là au-dessus d'un palier et donc on ferait, comme d'habitude, le clic droit, vendre un limite, ok. Ce qui va être possible que je fasse en live, c'est aussi des positions d'achat sur des retournements. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que je vais attendre, par exemple, cette phase-là, hein, avec un retournement comme ça, en me disant, mais tiens, s'il revient à tel endroit et qu'il repart casser le plus haut, je vais rentrer. Donc, moi, là, je me mettrai ici, hop, et là, je vais faire le acheter un stop limite qui est ici. Tac. Et donc là, le trait normalement est violet. Bon, là, vous ne l'avez pas. Il faudrait que je puisse le fermer. Parce que là, j'ai fait de la merde. Là. Ah, bah, je suis sur le sim, je m'en fous. J'ai bien fait de changer. Donc, je vais me mettre là et je vais mettre ça. Acheter. Hop, donc ici, le dernier. Acheter stop limite. Donc, pourquoi? Parce que si on est au-dessus du marché, il ne faut pas aller à la première ligne, sinon on aura vendre. Vous voyez, si on est en dessous du marché, on a bien acheté, ce qu'on fait d'habitude. Mais si on est au-dessus du marché, à la première ligne, on a vendre. Pourquoi? Parce que forcément, le marché, il inverse le prisme. Et donc, du coup, si nous, on veut acheter, il nous faudrait acheter au-dessus du prix. En gros, ça veut dire qu'il faut un achat stop. Donc là, ça, faites-y attention parce que je pense que dans la semaine, je vais prendre des positions comme ça sur des phases, parce que le marché, quand même, quand il est excité en début de journée, quand il atteint un seuil après avoir fait là, comme ça des grosses bougies rouges et que d'un seul coup, il repart bien, ben, c'est un peu comme s'en priver de ces trades-là. C'est des trades que j'ai fait sur les autres comptes qui n'étaient pas en live, qui marchent très bien, qui payent très très vite. Donc, parce qu'il y a beaucoup de volume d'un seul coup. Bien sûr, il faut savoir l'analyser, il faut regarder la bougie du volume, il faut voir qu'il y a le volume, il faut voir que ça se retourne, peu importe. En tout cas, il faudra bien le positionner pour pas que vous soyez à la vente et que vous preniez une mèche comme ça, alors que moi, je suis à l'achat et que ça me paye. Voilà. OK. Donc ça, il faudra faire attention. Voilà pour tous. Et donc, ben, à demain. Ça marche. Bisous, bonne soirée à tous. Merci. Ciao, Bisous. ciao. Ciao. À demain, 14h30. Ciao. Ciao, ciao. Bon dimanche.